BFM Business, BFM Bourse. Les réponses aux questions. Parce que chaque jour, vos questions trouvent leur réponse sur BFM Business. Nos experts tentent de répondre aux questions que vous nous envoyez, que vous leur envoyez. Igor Demac aujourd'hui nous accompagne. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Bienvenue, dirigeant associé de Vital Épargne. Êtes-vous prêt, Igor? Oui. On va démarrer avec cette première question de Claire. Elle nous demande, Claire, on va parler de bourse. Donc, elle nous demande pourquoi les marchés actions ne s'effondrent pas malgré les menaces d'embrasement liées à la guerre en Ukraine. D'abord parce que les marchés ont fait une partie du travail sur la valorisation de la future récession ou de l'actuelle puisqu'on y est rentré. C'est aussi vrai sur la partie obligataire. Le débat sur l'inflation n'en est plus un puisqu'on est rentré dans une phase plus inflationniste que les 10-20 dernières années. Donc une partie du chemin est fait. Comme vous l'avez signalé, on rentre dans la période des résultats. La plupart sont a priori plutôt amenés à être revus en baisse ou sans bonne surprise. Mais il y a un secteur comme le secteur pétrolier qui est très puissant dans les indices, en tout cas en masse de résultats. Et puis il y a des entreprises qui publient bien comme la Française des Jeux. Donc je dirais que mis à part le risque de dégradation très forte de la situation géopolitique, les marchés savent assez bien, quand on est dans une crise classique économique, la valoriser. C'était pas le cas en 2008, mais là il y a un élément qui est hors champ économique et qui pèse beaucoup. Mais pour l'instant, on ne voit pas les profits des entreprises dégringoler ou le système monétaire international dysfonctionner. Bon, et sur les résultats des entreprises, puisqu'on entre dans la phase de publication, vous ne pensez pas que cette phase, que les résultats du troisième trimestre qui commencent à pleuvoir seront trop négatifs? Pas encore. Non, mais ils ne peuvent pas être très bons puisqu'on a le plein effet de beaucoup de conditions adverses, notamment les prix de l'énergie, l'inflation salariale qui commence à, on en reparlera, à être présente dans beaucoup de secteurs. Donc on a vu chez Philips, il y a aussi des profit warnings en Suisse. Donc je pense que ça sera une mauvaise, voire moyenne, mais saison de publication. Mais je pense que le rebond, il est plutôt pour le début d'année prochaine. Marco nous écrit à propos, alors vraiment de l'actualité immédiate. D'ailleurs, la CGT renouvelle le mouvement de grève dans toutes les raffineries Total. On l'apprend à l'instant, malgré l'accord majoritaire qui a été trouvé quand même entre la direction et d'autres syndicats. Et donc, cette question de Marco, la pénurie d'essence peut-elle entraîner et pourrait-elle à terme finir par entraîner des turbulences sur le titre Total Énergie en bourse? Là, on ne l'a pas du tout vu puisque Total est passé de 49 € à 51. C'est une des meilleures performances depuis le début de l'année. On comprend pourquoi. C'est surtout une valeur qui se paye très peu cher. Un PE de moins de 5, un VE sur excédent brut d'exploitation de 2,5, 3, des dividendes, le dividende exceptionnel. Donc le raffinage en plus c'est pas une activité qui est très contributrice, en tout cas le raffinage en France pour Total. Donc ce sujet-là en fait est un non-sujet pour les investisseurs, sachant que c'est une société qui est très bien gérée, qui est en fait assez généreuse avec ses employés. Donc c'est plus gênant pour les mouvements sociaux et puis le pays, les pénuries pour le cours de bourse de Total Energy. Total Energy qui progresse encore d'ailleurs aujourd'hui. L'Agence internationale de l'énergie a dit hier s'attendre à une possible poursuite à la hausse des cours du pétrole du fait de la baisse de production annoncée par l'OPEP, et donc Total Energy, comme la plupart des grandes valeurs pétrolières, continue de progresser, de surperformer malgré les turbulences du marché en effet en France. Cette question d'Edwige à propos du dollar. Dollar au plus haut face à plein de devises. Il a touché un plus haut de 32 ans par exemple avant-hier face au yen, face à la devise japonaise. Dollar également sur des plus hauts de 20 ans face à l'euro. Et Edwige nous demande si le dollar à ce niveau représente un refuge pour les investisseurs. C'est toujours un refuge parce que c'est la monnaie de réserve internationale. Donc en disant ça, je ne dis pas quelque chose de très nouveau, mais dans ces phases un petit peu systémiques, crisiques, il y a toujours un repli vers la monnaie de réserve internationale qui en plus a le bénéfice de taux d'intérêt qui montent et qui sont plus élevés que dans la zone euro. Et c'est une zone qui ne va pas connaître la même récession que la zone euro. En tout cas, il y a beaucoup moins de peur sur l'économie américaine qui est moins affectée par la situation énergétique et la guerre en Ukraine. Donc à ce niveau-là, malheureusement, si la récession était plus profonde et durable en Europe, il est probable que l'euro se déprécierait et que le dollar continuerait d'être la monnaie de réserve internationale et puis la monnaie de dénomination de toutes les grandes matières premières aussi, notamment le pétrole. Donc vous imaginez une éventuelle poursuite à la hausse du dollar face à pas mal de devises? Oui, en tout cas vis-à-vis contre euro, puisque c'est notre monnaie, c'est probable si la récession européenne est plus dure qu'anticipée et plus longue.
L'euro actuellement toujours sous les 98 cents. On reste coaché sous cette barre 97 cents 73. Alors c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de questions empli d'une forme d'anxiété. Pourquoi les marchés ne baissent-ils pas plus? Le dollar peut-il constituer un refuge? Et puis certains, manifestement, voient dans la situation actuelle de marché peut-être une opportunité. C'est le cas d'Abdel qui nous écrit aussi. Les récessions, nous demande-t-il, sont-elles de bonnes périodes pour prendre des risques? Oui, là aussi, quelque chose malheureusement d'assez contre-intuitif pour peut-être celles et ceux qui nous écoutent et puis ceux qui investissent en bourse, mais c'est toujours dans les creux qu'on fait les meilleures performances, mais il faut du courage et du temps pour investir. Celui qui a investi en 2008, en 2011 évidemment, ou en mars 2020, juste après la grande baisse liée au Covid, aura un bon point d'entrée. Après, on l'a vu la journée d'hier, assez symptomatique. Juste avant l'inflation, on est positif. Le chiffre sort, on perd presque 3 d'amplitude et puis on finit positif. Aujourd'hui, on est à presque plus de 2,5. C'est incroyable. Donc on sent quand même des marchés assez volatiles et en même temps intéressés par racheter des choses, et on l'a dit tout à l'heure, sur des entreprises qui sont pas chères ou qui publient des bons résultats, qui ont des bons dividendes, parce que on sait aussi que les guerres ne durent pas indéfiniment, on sait que l'économie se reprend à un moment ou à un autre. Il faut du temps et du courage. Je vous sens plutôt dans le camp des optimistes pour la suite, pas un optimiste BA, on est bien d'accord, mais plutôt rationnel, Non, heureusement, ouais, mais voilà, serein, une forme de confiance. J'essaie d'être un investisseur, un conseiller de gestion de patrimoine rationnel, même si il faut reconnaître que la période actuelle est très anxiogène et que l'anxiété n'est pas forcément quelque chose qui conduit à des décisions rationnelles, mais il faut rester centré sur les valorisations, sur le prix des actifs. Aujourd'hui, l'inflation, qui est un peu le cancer de l'épargne, affecte tous les prix de tous les actifs financiers. Donc c'est ça le sujet, et c'est aussi vrai pour la classe d'actifs obligataires. Donc c'est le sujet d'intérêt des marchés et des opérateurs. Et après, il y a un sujet géostratégique qui est plutôt le sujet des politiques. Et alors face à l'inflation, on a aussi pas mal de questions. Où placer son argent pour essayer de couvrir cette inflation assez incroyable, dont on ne sait pas combien de temps elle va durer. Et on a cette question notamment d'Océane, qui cherche peut-être le meilleur équilibre entre le rendement qu'elle va obtenir de ses placements et la prise de risque. Elle nous parle du marché obligataire. Est-ce que les obligations, avec la remontée des taux d'intérêt, constituent une concurrence importante aux actions? Est-ce que le marché obligataire pour les investisseurs aujourd'hui devient plus intéressant que les actions? Certains investisseurs institutionnels ont déjà fait une sorte d'arbitrage. Donc on a vu des flux sortants, notamment des actions européennes vers de l'obligataire, européen, de crédit, high yield ou américain. Mais il faut aussi se rendre compte qu'avec une inflation à, disons, 6 ou 8, même des taux 10 ans à 4, vous êtes en rendement réel négatif. Donc on a fait une partie du chemin. Je pense qu'il faut vraiment que l'inflation baisse à des niveaux de 4,5, que les taux se maintiennent ou montent encore un petit peu pour qu'on bénéficie de cet effet ciseau et qu'on mette derrière nous cette période incroyable de taux d'intérêt nuls ou négatifs et d'inflation qui aussi était probablement anormalement basse. Donc oui, je dirais, ça devient un potentiel pour le futur, mais on n'y est pas encore tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Igor Demac pour Vital Épargne. Merci d'être passé nous voir et d'avoir répondu à toutes ces questions.